Encore ici depuis le hangar 14 à Bordeaux pour la première édition de Naya autour de l'intelligence artificielle. On a essayé de voir un petit peu ce qu'était l'enjeu actuel concernant l'intelligence artificielle et bien évidemment, tout ça a aussi des conséquences et des répercussions politiques au sens large du terme. On va en parler maintenant avec nos invités. Il y a avec nous Daniel Ickel, bonsoir. Vous êtes à Bordeaux Métropole, président de la commission attractivité notamment. Il y a également avec nous François Vincent, vous êtes le responsable de l'Université du Futur pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, honneur aux dames bien évidemment, bonsoir Hélène Jacquet, vous êtes vice-présidente de l'Université de Bordeaux. Le micro bien sur le menton. Alors j'imagine, Hélène Jacquet, que pour vous, l'intelligence artificielle en matière de recherche et d'université, c'est du pain béni, c'est à fond à l'Université de Bordeaux dans l'état de l'intelligence artificielle? Alors oui, absolument. C'est une. Alors c'est pas. On va pas dire que c'est une révolution puisque. Comme ça a été évoqué, je crois, ce matin, en fait, par différents intervenants, finalement, les fondamentaux, notamment en informatique ou en mathématiques, qui aujourd'hui, en fait, révolutionnent ou transforment un petit peu certaines pratiques, en fait, ont été développées dans les années 50-60, faisant... Alors, oui, non, c'est pas grave, une petite sirène, on continue. Voilà, faisant que finalement c'est une histoire continue. Donc aujourd'hui on est dans une accélération, mais au niveau de la recherche et au niveau des différents domaines de recherche. Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on l'a vu qu'en fait tout le principe de l'IA, et d'un point de vue de recherche, est connu depuis 20-30 ans. Enfin, je veux dire, là maintenant, on est en train de trouver ce à quoi ça sert. Hein. C'est un petit peu ça la deuxième phase. Alors voilà, et on arrive mieux à l'utiliser aussi par la conjonction à la fois du grand volume de données, des capacités de calcul et effectivement de la maturité de ces technologies ou de ces algorithmes. Alors, tout à l'heure, on a vu que l'Europe et la France étaient un petit peu en retard par rapport à l'industrialisation de l'intelligence artificielle. En revanche, qu'en matière de recherche, d'innovation, on était plutôt pas mal. Est-ce que vous confirmez, Hélène Jacquet? Je confirme tout à fait, parce qu'effectivement, historiquement, et d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup d'acteurs qui sont connus au plan international ont été formés en France ou ont des racines en fait en France, et donc effectivement c'est une histoire ancienne pour la France et l'Europe qui a dominé pendant assez longtemps le volume de publications dans le monde, mais là attention, c'est en train de s'inverser. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que nous réagissions au niveau national et au niveau européen. Alors nous allons maintenant parler de la région, hein, Nouvelle-Aquitaine, qui fait beaucoup, j'imagine, également pour l'intelligence artificielle. Alors il y a plusieurs façons de faire. D'abord, quels sont vos leviers d'action, vous, en Nouvelle-Aquitaine, pour aider justement l'IA? Alors, comme on l'a rappelé ce matin, on est vraiment arrivé dans un monde complexe, où la complexité impose justement qu'une institution comme la région, l'échelle de la région, s'empare de cette modification qui va toucher le monde socio-économique, le monde environnemental, le monde académique. Donc on est bien d'accord, l'IA, personne n'y échappe. Alors personne n'y échappe, mais tout le monde en fait sans le savoir. Sauf qu'il faut maintenant raisonner à l'échelle d'un écosystème, et l'écosystème régional est, dans notre point de vue, intéressant. Pourquoi? Premièrement, ce qu'on veut faire en Nouvelle-Aquitaine, c'est faire de la pédagogie du futur sur qu'est-ce que c'est l'IA. Qu'est-ce que cette surspécialité qui est ancienne arrive en compréhension au niveau des citoyens, de tout un chacun. Qu'est-ce que cet outil qui fait peur pour la plupart du temps, on peut à la fois le désacraliser, mais en trouver un côté positif. Donc ça, il faut l'aborder aussi bien au niveau des lycées, au niveau des citoyens lambda. Et ça, c'est l'université du futur. J'ai une délégation et avec la région, on a pour mission de faire de la pédagogie du futur au travers de l'intelligence artificielle. Expliquer aux gens qu'est-ce que c'est exactement. Et la deuxième chose que l'on fait et qu'on accompagne, et qu'on va accompagner en tout cas en 2019 et en 2020, c'est faire des appels à projets spécifiques à l'intelligence artificielle. Ici, une start-up, mais ça peut être un agriculteur, un chef d'entreprise, un étudiant qui veut justement avoir, ou qui aura besoin dans son
la fois dans sa structure de l'IA, et nous l'accompagnerons, donc financièrement. Et c'est là où la région pourra également spécifiquement, sur l'industrie également, accompagner des projets nouveaux. Alors, Bordeaux Métropole, ça n'est pas forcément de sa compétence immédiate, bien évidemment l'intelligence artificielle en général, mais quand même, est-ce que j'imagine pour vous, comme étant quand même une collectivité publique, au service du public, est-ce que déjà en interne, l'IA, ça change les choses pour une collectivité publique dans son fonctionnement, dans la rapidité peut-être d'échange d'informations, est-ce que ça permet d'être plus réactif ? Alors d'abord, renvoyer l'ascenseur à la région, puisque la région a cette responsabilité de la stratégie globale en matière de développement économique, et c'est elle qui est effectivement compétente sur l'innovation, l'enseignement supérieur, la recherche. La métropole, par rapport à tout ça, elle essaie d'actionner tous les leviers à sa disposition pour créer un environnement favorable pour la création, l'implantation et le développement des entreprises. Et donc on travaille en pleine harmonie avec la région sur les questions d'aménagement, d'urbanisme, de services, pour que les entreprises trouvent ce meilleur accueil. Alors, pour répondre à votre question, donc, effectivement, à l'intérieur de Bordeaux Métropole, nous avons aussi notre responsabilité. Et d'ores et déjà, et je l'ai dit tout à l'heure, on mobilise un certain nombre de compétences qui sont en interne. Je pense au système d'information. On a d'ores et déjà à étudier la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de la masse des données que nous avons, et à respecter en particulier ce fameux règlement général sur la protection des données. On a aussi, sur tout notre ensemble de bâtiments, de la maintenance prédictive, par exemple, à opérer. Et ce n'est qu'à travers des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on arrivera à gérer cela de façon intelligente, vu la masse de données, encore une fois, qui sont disponibles. Alors, pour faire simple et pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent bien ce qui est en jeu avec l'intelligence artificielle, est-ce que cela veut dire peut-être que grâce à l'intelligence artificielle, moi, usager, je peux avoir une réponse plus rapide à une question, un problème, un traitement de dossier ? Dans le futur, évidemment, c'est là où on veut aboutir, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, c'est surtout sur les grandes missions de Bordeaux Métropole que nous travaillons. On a évoqué ce matin également Suez. Suez est notre délégataire pour tout ce qui est l'eau et l'assainissement. Donc là, on est en connexion avec eux et c'est eux qui mettent en œuvre, mais sous notre supervision, des nouvelles méthodologies pour justement gérer tous ces réseaux. Alors, vous êtes, messieurs, des hommes politiques, donc vous avez en charge un petit peu la façon dont la société réagit à tout ça. Est-ce que l'IA vous fait peur ? Est-ce que vous êtes particulièrement vigilant justement à cette évolution à laquelle personne ne peut échapper finalement ? Est-ce que vous êtes méfiant ? En tout cas, on est attentif, on est lucide. C'est-à-dire que la première lucidité, c'est de bien admettre que les citoyens, mais même les hommes politiques, n'y comprennent pas grand-chose dans l'intelligence artificielle. C'est ça qui fait peur. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on ne maîtrise pas. Non, mais vous savez, quand vous amenez votre voiture chez le garagiste, vous ne connaissez pas tout le fonctionnement du moteur. Pour l'IA, c'est un peu pareil. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre que ça va restructurer la manière dont nous avons, nous, de faire nos politiques. Et je pensais à un exemple très concret, par exemple, c'est le génotypage humain avec l'intelligence artificielle. C'est l'exemple de Sophia Genetics qui s'installe dans les Landes et qui va pouvoir donner aux usagers, aux habitants de la Nouvelle-Aquitaine, la possibilité d'analyser l'ensemble de leurs gènes et de trouver la mutation qui va pouvoir éventuellement être prise en compte par le thérapeute, par l'oncologue, par le chirurgien. Alors ça, c'est l'aspect positif de l'IA, sur le côté tout à fait concret. Mais on peut aussi imaginer que grâce à cette application-là, les mutuelles, etc., se disent « Ouh là, monsieur a potentiellement un risque 2, je ne l'assure pas », par exemple. Mais elles le font déjà, les mutuelles. Vous savez, la première étude, ça a été fait il y a 50 ans par monsieur Framingham pour l'hypertension artérielle. Ils ont détecté, c'est pour ça qu'on a des chiffres de tension artérielle, je pars de loin, je suis médecin, à 14,8, parce qu'ils se sont rendus compte que ceux qui avaient plus de 15 de tension, ils mouraient plus tôt. Donc toutes ces données, qu'on soit à nouveau très lucide, les mutuelles, les assureurs privés le savent déjà. Oui, mais là, c'est pas là-dessus qu'on va se battre. C'est sur justement l'apport, l'outil numérique et l'outil de la puissance de calcul de l'IA. Il y a 15 ans, vous m'auriez dit que vous pouviez faire un génotypage total d'un génotype humain, je vous aurais dit, vous êtes fous. D'ailleurs, même le prix Nobel l'a dit. On y arrive maintenant. Et c'est génial. On peut le faire avec les données. Et bien entendu, on va devoir se livrer un peu plus. Donc nos données ne nous appartiendront peut-être pas toutes. Alors, il est évident que l'intelligence artificielle apporte un certain nombre de défis. Elle en renforce certains, elle en ouvre de nouveaux. Et je pense au défi environnemental.
l'intelligence artificielle peut être désastreuse pour l'environnement, hein, avec tout ce qui concerne le traitement, la collecte, le traitement, la diffusion des données. Mais inversement, ça peut être un puissant moyen. Et pour nous, au niveau de la mobilité, au niveau de Bordeaux Métropole, imaginez des systèmes globaux qui permettront de voir comment on peut résoudre les contraintes actuelles, hein, sur la rocade. On les connaît tous. Bon, je ne vois pas lesquelles, mais... Donc, voilà. Et il nous faut anticiper. Et donc, le véhicule autonome en particulier, c'est dans 10 ans, 20 ans. Et ça amènera des solutions d'un côté, mais d'un autre côté, ça peut être terrible si on ne prend pas les bonnes décisions. Donc ça veut dire que la rocade à 2 fois, 3 voies, c'est pas la peine de s'énerver là-dessus, puisque de toute façon, ça ira mieux grâce aux voitures autonomes. Ça peut être les deux. Ça peut apporter beaucoup, parce qu'effectivement, des flux qui sont actuellement turbulents, accidentogènes, deviendront des flux laminaires, et donc on pourra faire passer dans un même tuyau beaucoup plus de véhicules dans un laps de temps donné. Mais inversement, si on laisse les choses aller, on va multiplier la propriété au lieu de l'usage, et à ce moment-là, on aura plein de bagnoles, les gens iront de plus en plus loin, et ça va être désastreux. Rapidement, après Hélène Jacquet. Très rapidement, vous avez tout à fait raison, et puis le rôle du politique, c'est aussi d'anticiper. Et le futur qui est devant nous, vous parliez des véhicules autonomes qui allaient peut-être avoir un impact sur la rocade à Bordeaux, mais bien entendu, c'est la 5G qui va pouvoir amener cette fluidité-là. Sans 5G, pas de véhicules autonomes. Donc il faut aussi que ce tsunami numérique qui va arriver, hein, dans la région, bien on soit, nous aussi, la région et les autres institutions politiques, vraiment comprennent toute la force de ce bouleversement. Et Hélène Jacquet, justement, là, quels sont les grands centres de recherche à l'Université de Bordeaux? Parce qu'on l'a vu, l'IA, c'est transversal. Ça concerne absolument tous les secteurs de la vie, y compris, par exemple, les sciences humaines. Hein, voilà. Donc, parlez-nous un petit peu de ce qui est fait en matière de recherche à l'université, là. Alors déjà, je me dis que je suis contente d'être plutôt du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche que du côté du politique, parce qu'effectivement, c'est quand même une période assez vous cherchez difficile, et puis les autres après. Voilà, et d'autant que, bon, ça a été dit aussi ce matin, ce qui est vraiment, extrêmement, on va dire, transformant, c'est qu'aujourd'hui, on doit gérer cette complexité, en fait. Voilà. Alors, je suis informaticienne de formation et je fais une très forte différence entre ce qui est compliqué et ce qui est complexe, parce que voilà, et aujourd'hui, une des difficultés qu'a la société par rapport à tout ça, c'est d'arriver à comprendre qu'on n'est plus dans des schémas déterministes dans lesquels une cause a un effet, et donc une politique va pouvoir agir, on va dire, de façon déterministe sur une réponse attendue en fait par la société. Donc effectivement, la recherche par rapport à ça, elle est forcément dans l'ensemble des domaines, parce qu'elle va être, alors bien sûr, le pilier, c'est toutes les sciences du numérique, donc des mathématiques, de la physique, de l'informatique, voilà, de la mécanique. Mais bien entendu, elle est aussi dans les sciences politiques, elle est alors dans les sciences environnementales, parce qu'il y a aussi tous les apports qui vont pouvoir être faits en fait, par l'intelligence artificielle pour arriver à comprendre mieux tous ces grands phénomènes extrêmement complexes, parce que là aussi, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, sa promesse, c'est de pouvoir mieux comprendre ou mieux aider à comprendre la complexité, là où effectivement l'homme ne peut pas forcément aller avec son cerveau humain. Enfin, il le pourrait, mais en tout cas, il n'a pas appris à s'en servir forcément comme ça. Vous qui êtes chercheuse et scientifique, on va jamais s'arrêter du coup. Ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais. Voilà. D'accord. Mais non, ça s'arrêtera un problème jamais. va forcément poser un autre. Une solution on n'aura pas complètement compris le vivant dans son intégralité et dans sa complexité, ça s'arrêtera jamais. En effet, mais c'est ça qui est passionnant. J'imagine. Oui, je voulais dire un mot sur un des autres défis qui nous est posé à nous, politiques, c'est le volet social. Hein, c'est le défi, parce que c'est le défi social. Le problème de l'emploi, hein, parce que l'IA... Oui, alors je ne pensais même pas à ça. Oui. Bien sûr, ça va avoir des conséquences énormes, mais on a connu cela. Hein, lorsqu'on a parlé de productique dans les années 90-2000, il y a eu destruction d'emplois massivement, mais les emplois se recréent par ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous poser un gros problème. Ça va être accentué, bien entendu. Mais je parlais du défi social en termes d'acceptabilité, en termes de fracture. Hein, parce que comme la fracture numérique, hein, ça commence déjà. Voilà, hein. On l'a eu, donc on aura aussi sans doute cette fracture. Donc il nous faut travailler, nous, pour qu'il y ait acceptabilité et voire appropriation de l'intelligence artificielle dans le grand public.
Je voudrais simplement rajouter qu'il y a bien entendu deux éléments. Le premier, c'est que le métier de demain, les métiers de demain vont se transformer, comme vous l'avez dit. Et c'est aussi au pouvoir public, et c'est peut-être aux politiques, de les anticiper. 30 à 40% des métiers qui vont être effectués par des gosses qui rentrent en maternelle ne sont pas encore connus. Alors ça paraît rien. C'est la fameuse phrase de Schumpeter, hein, tout va finir par se remplacer, et un autre métier va en appeler un autre. Au demeurant, il faut vraiment qu'on s'empare de cette question de ce changement de paradigme. Et là, le rôle de la région, avec l'Université du Futur, a toute sa place. Il faut que l'on envisage de faire à la fois une pédagogie pour expliquer aux gens que ce n'est pas anxiogène, c'est une chance. Et s'ils ne prennent pas cette chance-là, d'autres la prendront à leur place. Et c'est vraiment là-dessus qu'on reste, nous, en tout cas, à la région de Nouvelle-Aquitaine, très, très, très optimiste. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Puisque l'on parle de l'Université de Bordeaux, sachez-le, l'équipe championne du monde de football est basée à l'Université de Bordeaux, championne du monde de football de robots. On en parle tout de suite. Merci.